Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19 h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce mardi. Économie budgétaire tous azimuts, 60 milliards à trouver durant le quinquennat. Un grand chantier pour 2013 lancé aujourd'hui par Jean-Marc Ayrault. Quand la MAP de gauche succède à la RGPP de droite. La réaction dans ce journal de notre premier invité, Jean Arthuis. La loi sur le logement, version 2, votée par le Sénat après la censure du Conseil constitutionnel. Il y avait longtemps que toute la gauche ne s'était pas réunie, jusqu'aux communistes et aux écologistes. Soutien inconditionnel, il est vrai, de Cécile Duflot. Les violences et les images sur les écrans et les médias, leurs effets sur les jeunes, thème d'audition aujourd'hui au Sénat. Et nous ouvrons ce débat dans cette édition avec Maryvonne Blondin, Jacques Legendre, alors qu'une étude montre que James Bond au cinéma tue beaucoup plus qu'au début de la série. Pas d'euthanasie, mais la possibilité d'accélérer la mort par un geste médical. Le professeur Didier Sicard a remis ce matin son rapport à François Hollande qui promet aussitôt un projet de loi sur la fin de vie. Ce sera en juin prochain. La ministre des Affaires sociales, Marisol Touraine, qui était notre invitée il y a un instant sur Public Sénat, évoque une brèche, un pas en avant. Explication de François Goulin. Du rapport de 200 pages, François Hollande en a retenu 3 points qu'il compte intégrer dans un projet de loi sur la fin de vie au mois de juin prochain. D'abord, les directives anticipées plus accessibles. Il s'agirait d'un formulaire signé par un adulte bien portant et un médecin en cas de maladie grave pour clarifier ses volontés sur la fin de vie. Deuxième point, les soins palliatifs. Le rapport préconise leur généralisation et un suivi du patient dès l'annonce de la maladie. Concernant le suicide assisté, le rapporteur y est favorable, au législateur à présent d'en décider, mais la loi ne doit pas aller plus loin, préconise-t-il. Je pense que la médecine peut avoir vocation à aider quelqu'un à mourir. Elle n'a pas vocation à donner la mort de façon radicale comme on le fait éventuellement dans les condamnations à mort ou pour un animal, c'est-à-dire une injection de curare. Pour les associations favorables à l'euthanasie, le rapport est une copie conforme de la loi Leonetti qui existe depuis 2005. Pire, les membres de la commission sont tous des opposants à l'euthanasie, assure le président de l'ADMD, l'association pour le droit à mourir dans la dignité. La composition de la mission nous a étonnés dès le départ. Une fois de plus, on a donné ça à un grand médecin, alors que c'est une affaire citoyenne. 8 sur 10 étaient des personnes qui étaient contre la légalisation de l'euthanasie. Avant de trancher en juin prochain, le président veut une nouvelle consultation, celle du Comité consultatif national d'éthique. Mais d'euthanasie active, il n'en sera pas question. La promesse 21 du candidat Hollande disait simplement une assistance médicalisée pour terminer sa vie dans la dignité. Et une édition spéciale du journal à 22 h avec autour de Sonia Mabrouk, le professeur Sicard, Jean Leonetti et encore Gaëtan Gors. Bonheur des retrouvailles, fillonistes, copéistes, les parlementaires qui s'étaient rangés derrière l'un ou l'autre des candidats à la présidence de l'UMP se sont donc retrouvés aujourd'hui, initialement rassemblés pour voter sur un nouveau scrutin. Députés et sénateurs ont en fait célébré l'accord entre les deux belligérants, entériné d'ailleurs à l'unanimité au bureau politique de l'UMP, mais non sans crainte des séquelles évoquées par Jean-Pierre Raffarin. Cécile Sixou. Ce matin, les sénateurs UMP ont retrouvé le sourire. Hier soir, Jean-François Copé et François Fillon ont signé l'armistice. C'est la fin d'une situation qui était devenue compliquée, difficile pour tous nos adhérents, pour tous nos militants, qui se disaient nos électeurs sont là, on l'a vu aux élections législatives partielles, mais on aimerait bien qu'à Paris ils arrêtent. À l'Assemblée, du coup, changement de programme. Le référendum parlementaire organisé par Bernard Accoyer et prévu ce matin est annulé. Mais les sénateurs font quand même le déplacement. Une manière de montrer une famille UMP à nouveau unie. C'est la marque que nous avons envie d'être tous ensemble dans une UMP qui, j'allais dire, prenne un certain nombre de directions, des moyens de fonctionnement. C'est ce à quoi nous réfléchirons. Si les deux partis ont trouvé un terrain d'entente pour revoter en septembre 2013, d'ici là, il reste encore beaucoup de détails à régler. Il y aura une phase transitoire qui va être
mobilisés à la fois pour refondre les statuts, pour réécrire le règlement intérieur, pour essayer de trouver des voies pour travailler ensemble. Travailler ensemble, rien n'est encore gagné pour beaucoup de parlementaires qui savent les séquelles laissées par un mois de guerre fratricide. On verra comment se passe maintenant l'ambiance à l'UMP, parce que l'ambiance à l'UMP, c'est avec une équipe partagée et tout, ça peut être un retour de la confiance ou ça peut être un peu compliqué pendant 6 mois. En attendant, tous espèrent pouvoir se remettre au travail et retrouver leur rôle d'opposition. Et François Fillon décidera en juin s'il est à nouveau candidat à la présidence de l'UMP. Arnaud Montebourg sort de son silence pour réaffirmer son désaccord avec Jean-Marc Ayrault. La nationalisation temporaire est une solution d'avenir, répète dans Le Monde le ministre du redressement productif qui parle d'une arme toujours sur la table. Il justifie sa décision de ne pas avoir démissionné. Je n'ai pas une mentalité de déserteur, ajoute-t-il. La commission des affaires sociales du Sénat recevait aujourd'hui les syndicats et puis le président de Sanofi. Christian Lajoux était auditionné sur le plan de restructuration du groupe pharmaceutique. 900 suppressions d'emplois sous forme de départ volontaire, chiffre d'ailleurs qu'Arnaud Montebourg s'était félicité d'avoir fait baisser. Le PDG de Sanofi, accusé de sacrifier l'emploi alors qu'il réalise des profits, a affirmé qu'il lui fallait investir plus massivement dans la recherche pour trouver de nouveaux médicaments. Le Sénat peut donc encore montrer qu'une majorité de gauche y est installée après une série de déconvenues. Le PS est rejoint sur la loi en faveur du logement social, avec plus de logements sociaux notamment dans les communes, par les communistes et les écologistes qui viennent de retoquer le crédit d'impôt compétitivité. Ces derniers, bien sûr, ne pouvaient qu'apporter leur soutien à un texte à nouveau défendu par Cécile Duflot, Fabrice Cunet. Cécile Duflot pourra s'en vanter au prochain Conseil des ministres. Avec son texte en faveur du logement social, elle a réuni toute la majorité sénatoriale. Des bancs communistes au groupe écologiste, on salue un projet de loi emblématique. Mais pour les élus verts, la solidarité gouvernementale sur les prochains textes devra se négocier. Si nous sommes au gouvernement, c'est aussi pour qu'on nous écoute. Si c'est simplement pour nous donner quelques morceaux de sucre, ça n'a aucun intérêt. Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'il y a des bonnes idées qui viennent de chez les Verts, et je crois qu'on en a quand même pas mal, le gouvernement nous écoute. Donc je crois que ça sera donnant-donnant. L'objectif de ce projet de loi, mobiliser le foncier public pour construire 110 000 logements sociaux et augmenter la proportion de ces logements dans les communes. Les sénateurs communistes soutiennent la démarche aujourd'hui, mais s'inquiètent déjà de prochaines mesures d'économie. L'augmentation de la TVA pour construire des logements sociaux, qui va sans doute poser un problème. Et puis, on discute en ce moment au niveau du gouvernement de la baisse des APL, les aides personnalisées au logement. Donc là, on sera très attentif à la suite, et notamment budgétaire. En clair, au Sénat, le répit pourrait être de courte durée. Entre des élus verts en mal de considération et des sénateurs communistes aux attentes plus à gauche, le gouvernement devra travailler sa pédagogie pendant les vacances parlementaires. La question budgétaire, justement, la lutte contre les déficits publics. Jean-Marc Ayrault entend sérieusement serrer la vis des dépenses publiques. 60 milliards d'euros en 5 ans. Un premier comité interministériel s'est tenu ce matin. 3 lettres appelées à s'imposer dans le débat. MAP comme modernisation de l'action publique. Explication de Faustine Saint-Geniès. 3 lettres, MAP, modernisation de l'action publique, pour de grands chantiers lancés ce matin par le Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Objectif, réduire de manière drastique des dépenses publiques et surtout simplifier l'administration. 40 politiques publiques seront évaluées dès 2013, toutes seront passées au crible d'ici 2017. Il y a donc des principes, des priorités différentes avec ce gouvernement. 1, dialoguer. 2, partir de la réponse aux besoins du public et donc pouvoir justifier vis-à-vis des citoyens les mesures de réorganisation de l'économie. Et 3, assurer la présence territoriale. Sur l'ensemble du quinquennat, les politiques publiques représentent 1100 milliards d'euros par an. Elles devront donc diminuer de plus de 60 milliards d'euros. Enterrer la RGPP lancée par Nicolas Sarkozy, fini le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2 partant à la retraite. Selon Matignon, les effectifs de fonctionnaires resteront stables. Un jeu de dupes pour les représentants de forces ouvrières. La modernisation de l'action publique, c'est ni plus ni moins qu'une RGPP nouvelle formule. Il n'y a rien de nouveau, si ce n'est qu'on a supprimé
la position de non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2 partant à la retraite par un redéploiement des effectifs vers les ministères prioritaires. Ce qu'on va à effectif constant, on va enlever à Paul ce que l'on va donner à Pierre. Dès l'an prochain seront passés au crible les aides à la famille, l'assurance maladie ou encore la formation professionnelle des demandeurs d'emploi. Invité du 19h, donc Jean Arthuis, bonsoir. Bonsoir. Militant inlassable de la réduction des dépenses publiques. Vous avez entendu à l'instant ce syndicaliste, Jean Arthuis. Est-ce que pour vous, la MAP de gauche, c'est la même chose que la RGPP de droite? Bien sûr. Ce sont les travaux pratiques maintenant. C'est beau comme l'antique d'affirmer qu'on va réduire de 50 milliards la dépense publique, ce qui est une nécessité. Maintenant, la question est de savoir comment on y arrive. Alors, M. Ayrault a dit que depuis 10 ans, on n'avait pas repensé, on n'avait pas piloté l'action publique. Je pense qu'il aurait intérêt à faire un inventaire sur 15 ans. Parce que le jour où on a introduit les 35 heures dans la sphère publique, on a généré une dépense supplémentaire de 25 milliards. Et nous cherchons 50 milliards aujourd'hui. Alors oui, c'est vrai, la RGPP n'a pas été une réussite. Il y a eu beaucoup de communication, mais la démarche était très centralisée, très technocratique, et les ministres ont continué à faire leur communication rituelle. Mais là, vous pensez que le projet, le grand chantier pour 2013, confirmé par François Hollande dans une interview au Point cette semaine, est plus ambitieux, va plus loin? C'est du même niveau, c'est la même exigence. Mais je pense que nous avons collectivement un devoir à l'égard de notre engagement au service de la collectivité nationale. Et il serait bon qu'il y ait une sorte de pacte entre l'ensemble des composantes politiques. Et si ce petit jeu qui consiste à avancer avec courage, et j'espère avec lucidité, pour réorganiser... Vous en faites crédit au gouvernement, il avance avec courage. Ça, pour l'instant, c'est de la rhétorique pour l'instant. Pour l'instant, c'est de la communication. J'attends le gouvernement sur ses décisions, sur ses actes. D'accord. Et là, vous irez jusqu'à une éventuelle coopération avec le pouvoir de gauche? Je pense que c'est un devoir républicain, car c'est de l'avenir du pays dont on parle. Et on n'échappera pas à une réorganisation des services publics. Il faut remettre à leur place tous les corporatismes, tous les conservatismes qui se sont cultivés à l'intérieur de la sphère publique. Et M. Ayrault devrait nous remercier d'avoir donné à l'État les moyens de la lucidité. La loi organique sur les lois de finances, c'est un instrument de lucidité, mais un instrument qui ne sert à rien s'il n'y a pas pilotage, décision et ce qu'il faut de courage pour mettre en œuvre ces réformes. Vous dites qu'il faut s'attaquer au corporatisme de tout poil, au conservatisme, mais on va aussi s'attaquer à certaines aides sociales. Elles ne seront pas écartées en matière de logement, par exemple, en matière d'allocation familiale également. Là, vous êtes prêt à braver la colère d'une partie des Français. Vous dites qu'il faut un pacte, mais je veux dire, les Français vont en subir les conséquences. Et de dépenses fiscales. Nous avons multiplié ces dernières années des dépenses fiscales. Autrement dit... Qu'est-ce que vous appelez dépenses fiscales? Quand on n'inscrit pas les crédits en dépenses de l'État pour donner des gages au zéro volume et donner au moins l'impression, sinon l'illusion, d'être de bons gestionnaires, eh bien pour faire avancer une loi, les ministres n'ont plus recours à des crédits supplémentaires, parce que ça ferait des dépenses supplémentaires. Qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent des avantages fiscaux, c'est-à-dire si vous faites ceci, eh bien vous aurez droit à une réduction d'impôts. Et voilà comment on transforme en crédit budgétaire, en dépenses de crédit, des dépenses en rognant dans les recettes fiscales à venir. Les niches fiscales que vous combattez également ont été rognées, puisque là, pour la première fois, elles sont plafonnées à un niveau bas, 10 000 €. Oui, mais ça ne suffira pas. Ah bon? Il faudra aller plus loin. Et sur ces questions, qui sont des questions fondamentales, je pense qu'il faudra aller au-delà des clivages politiques traditionnels et faire preuve d'un immense sens de l'intérêt général pour accompagner le gouvernement lorsqu'il avance dans la clarté, avec transparence, avec suffisamment de pédagogie, lorsqu'il sait s'affranchir de toutes les contraintes dogmatiques. Alors, je ne sais pas si c'est de la rhétorique, comme vous dites, Jean Arthuis, mais dans le journal du dimanche, dans une interview remarquée,
Pierre Moscovici a évoqué une adaptation à la canadienne. Et lui, François Hollande, dans Le Point toujours, évoque une adaptation à la suédoise. On a l'impression qu'un cap est fixé, oui. qui est celui que vous réclamez. Mais alors, quelle rupture par rapport au discours du candidat. On a l'impression qu'il y a eu deux Hollande. Il y a le Hollande de la campagne électorale, des engagements de campagne, et puis il ne pouvait pas ignorer tout cela. Donc il y a eu dans cette campagne une sorte de démagogie. Quelle déception pour celles et ceux qui ont voté pour M. Hollande avec la conviction qu'on allait augmenter le SMIC, qu'on allait améliorer le niveau de vie de chacun. Mais sur la nécessité d'équilibrer les comptes publics, j'observe que dès cette semaine, le Premier ministre a annoncé 2,5 milliards de suppléments pour le RSA. C'est beau, c'est généreux. Contre la pauvreté, oui. Contre la pauvreté, c'est très bien. Mais comment finance-t-on cela? Ah, oui. Et les autres grandes réformes, économies. c'est qu'il ne s'agit pas seulement de réduire la dépense, il faut aussi améliorer la compétitivité. Et là, j'attends des réformes. Bien. Vous n'avez pas voté le crédit d'impôt pour la compétitivité, non, parce que pour Jean moi, Arthuis, alors... Parce qu'il faut réduire... D'abord, observez que l'État va prendre en charge, mais avec un décalage d'1 an. Autrement dit, les entreprises vont devoir, pendant une année, supporter le financement des réductions de charges sociales. Il eût été plus simple de réduire les taux de cotisation de charges sociales. Il va y avoir un phénomène de remboursement, un chèque. Souvenez-vous du bouclier fiscal, de l'affaire Bettencourt. Demain, que va-t-on dire? On va dire qu'on fait un chèque de 40 millions à Monsieur Mittal. Oui. Et vous imaginez le débat qui va suivre. Bien sûr. Donc tout ceci est compliqué, générateur d'incompréhension et de contentieux. Il y a un autre grand chantier important pour l'an prochain, Jean Arthuis, ce sont les retraites, puisque le Conseil d'orientation des retraites il va le confirmer demain officiellement, le déficit plongé à l'horizon 2020 entre 20 et 25 milliards d'euros. Donc malgré la réforme Fillon-Sarkozy, et tout à l'heure sur notre antenne, la ministre des Affaires sociales Marisol Touraine refusait à ce stade d'évoquer les options et les décisions difficiles qui pourraient s'imposer. On l'écoute. La réforme du précédent gouvernement n'a pas permis de régler la situation à court terme, puisque cette réforme était prévue pour aboutir à l'équilibre en 2018 et que si nous ne faisons rien en 2018, l'équilibre ne sera pas du tout au rendez-vous. Il manquera autour de 20 milliards d'euros, ça dépend des hypothèses qui sont retenues. Il s'agissait d'avoir une réforme plus cohérente. Il y a eu un refus absolu, notamment en matière de prélèvement à ce moment-là. Ça, c'est le financement. Oui, mais ça, pour régler les problèmes, vous savez, soit vous pesez sur les cotisations, soit vous pesez sur la durée de cotisation, soit vous pesez sur le niveau des retraites. Donc il y a plusieurs options. Voilà, plusieurs options, elles seront débattues avec les syndicats. Jean Arthuis, quelle est celle que vous privilégiez, vous, pour la retraite? Il faudra travailler plus longtemps. Repousser l'âge de départ? Évidemment. Allonger la durée de cotisation? Évidemment. Baisser les pensions? Évidemment. Ah aussi? Baisser les pensions? Ah non. Ah non. Si on peut éviter, c'est mieux. Non, d'abord, redonner de la compétitivité au pays, parce qu'avant de distribuer des retraites ou des allocations de protection sociale, il faut d'abord produire. Or, les lois que nous avons, nos prélèvements obligatoires sur la production, sont tels que nous cassons la croissance et l'emploi. Mais bon, Mme Touraine, quel atterrissage extraordinaire, quelle tête à queue spectaculaire, puisque les premières décisions qu'elle a prises ont consisté à ramener l'âge de la retraite à 60 ans pour certains pensionnés. Alors qu'il va falloir progressivement faire ce que font tous les pays, c'est-à-dire aller vers 65 ans. 65 ans, vous êtes encore... Non, mais ne nous racontez Vous allez encore plus loin que la patronne du MEDEF qui dit 63 ans en 2 ans. Vous dites 65. Mais pas immédiatement, mais qu'on s'engage dans cette voie. Et cessons de nous raconter des histoires. De grâce. C'est l'intérêt du pays. Merci beaucoup Jean Arthuis pour ces propos sans ambiguïté ce soir sur les différents sujets, donc économie et retraite. La suite du journal avec des auditions aujourd'hui au Sénat sur la violence sur les écrans et leur impact sur les jeunes, sujet souvent d'actualité, alors que l'on a constaté que la série des James Bond au cinéma connaissait une progression constante en matière d'image de mort violente. Mélanie Bontemps. Un permis de tuer de plus en plus utilisé par James Bond. Une étude néo-zélandaise le prouve. L'agent secret britannique a développé un goût sans cesse accentué pour la violence au gré des 23 films de la saga. Coups, attaques armées entraînant de graves blessures ou la mort, les violences dites sérieuses ont triplé depuis Dr No.
Alors que Skyfall est bien installé en tête du box-office français, on s'interroge sur les effets du visionnage régulier de scènes de violence par le jeune public. Jeux vidéo, télévision, internet, tous les supports audiovisuels sont prétextes à véhiculer et banaliser les violences. Avec une moyenne de 2h18 passées devant la télévision chaque jour pour les enfants entre 4 et 14 ans, pas sûr que les campagnes annuelles du CSA suffisent à préserver des effets négatifs d'une telle exposition. Il en va pourtant de la santé publique de nos sociétés. À défaut d'influer sur le contenu, comment éduquer aux médias? C'est tout l'enjeu pour cette génération des violences virtuelles. Voilà, donc les invités de ce journal, Marie-Yvonne Blondin, sénatrice PS du Finistère, bonsoir, et merci d'être avec nous. Jacques Legendre, sénateur UMP du Nord. Bonsoir. Et puis Divina Fromex, bonsoir. Vous êtes sociologue des médias et vous êtes intervenu tout à l'heure lors de ce colloque en tapant un peu du poing sur la table. On a parlé des images violentes, mais vous aussi, vous avez peut-être voulu faire peur à votre auditoire. Non, j'espère, j'ai pas fait peur. J'ai voulu faire une prise de conscience et j'ai voulu marquer le fait que le numérique est maintenant en rupture avec la société d'avant, la société non numérique, pré-numérique, et que nous avions vraiment du rattrapage très rapide à faire. Alors de quelle rupture parlez-vous ? Je parle d'une rupture, d'une rupture d'abord où, avant tout, les événements, les relations sociales ont lieu d'abord en ligne, avec après peut-être des conséquences hors ligne. Et ça a des implications sur comment on consomme la violence, mais comment on consomme l'amitié et comment on consomme le sport, la relation à l'autre. Voilà. Et je crois qu'on n'a pas assez intégré et que nos décideurs doivent d'urgence intégrer le besoin de former, effectivement, d'éduquer, mais d'accompagner aussi par les politiques publiques ce phénomène énorme qui inverse la position des écrans. Vous avez un exemple pour être concret, par exemple, de cette révolution numérique et de l'impact sur les plus jeunes cerveaux? Je peux peut-être. Allez-y, madame. Je peux peut-être vous donner un exemple des drames que cela peut provoquer. Tout à l'heure, madame évoquait évidemment le numérique et les jeunes sont branchés régulièrement dans leur chambre, très souvent, et peuvent être harcelés sur le web, sur le numérique. Et il peut y avoir des situations comme ça qui peuvent entraîner justement une dévalorisation de soi et peut amener l'adolescent à commettre évidemment un suicide. J'ai l'exemple, j'ai l'exemple dans mon département, malheureusement, où un adolescent s'est fait filmer à l'insu de son plein gré et ces images ont été remises par justement sa jeune amie qui était là sur le web. Et l'abolition de la frontière entre le public et le privé qui peut entraîner évidemment des conséquences graves. Et complètement fondu. Et là, on n'a plus nos valeurs, nos repères, et je crois qu'il est important de remettre un peu nos orientations et notre éducation. Mais là, ce n'est pas le choix des médias, puisque vos débats tournaient autour des médias. Là, c'est un peu l'utilisation des nouveaux supports de communication. L'un ne va pas sans l'autre. D'accord. Ils sont devenus des médias. Qui sont devenus également des médias, évidemment. Je voudrais dire que nous soupçonnions ces dérives depuis un certain temps, puisque la Commission de la culture du Sénat avait confié à David Assouline un rapport sur les dangers de l'usage de ces nouveaux moyens d'information et des mises en garde qui avaient été faites. Mais il est très important d'entendre aussi les experts. C'est pourquoi tout à l'heure, je crois qu'il était normal d'écouter madame et d'écouter les autres experts qui sont venus nous dire d'une manière assez forte, attention, il y a une évolution de plus en plus rapide et la législation ne suit pas, la volonté politique ne parvient pas à suivre. C'est un problème qui est européen et c'était bien intéressant que ce soit aujourd'hui et le Conseil de l'Europe et le Sénat français qui s'en saisissent ensemble et que nous puissions comparer aussi quelles sont les prises de conscience dans les autres pays européens, les législations dans les autres pays européens
et la nôtre de manière à harmoniser et s'appuyer aussi de l'expérience des autres. Alors vous parlez de législation, donc on pense répression. Est-ce qu'il ne faudrait pas passer d'abord par une éducation à l'image ? Vous avez entièrement raison. Je crois que Parce ça... qu'on parle là des jeunes générations qui sont nées avec le numérique. Hein. Qui savent les utiliser de manière les natifs digitales, comme disent les Américains. Ces enfants qui sont nés... appelle les naïfs digitaux. Les naïfs digitaux. Oui, parce qu'à part l'entrée par le numérique et par le technique, ils ne savent rien des droits, de leurs droits, de leur société et du contrat social qui nous lie entre nous. Ils sont naïfs. Il ne faut pas parler de répression. Non. Il faut informer de manière à ce qu'ils utilisent ces nouvelles technologies en pleine connaissance de cause, y compris de celles des dangers auxquels ils vont s'exposer. Je crois que personne ici n'a envie de réprimer dans leurs usages les nouvelles générations, mais de les informer. Marie-Vonne Blondin. L'éducation aux médias avait été lancée il y a une trentaine d'années par Savary. Et donc, c'est le rôle de l'école, là encore. Je pense que l'école, mais dès la maternelle, dès le tout petit âge, je pense qu'il faut essayer d'éduquer nos enfants. De même, avant d'éduquer nos enfants, encore faut-il éduquer les enseignants. Et je crois que cette éducation est importante. Et justement, la Ligue de l'enseignement et les CMEA s'en sont saisis, parce que vous savez, quand il n'y a plus de directives, je crois que les associations de professionnels s'en saisissent. Et lors des assises du journalisme qui se sont tenues en octobre dernier, ils ont évoqué justement cette nouvelle politique d'éducation aux médias. Et il devient urgent, ont-ils dit, les parents, les professionnels d'éducation populaire et autres, et les professionnels de l'éducation nationale, il est urgent de prendre cela en charge. Madame Fromex. J'ai un scoop. On a créé avec la Ligue et les CMEA une association qui s'appelle Enjeux Médias, qui place la citoyenneté et l'éducation aux médias au cœur de son action. Mais que dites-vous aux opérateurs de ces nouveaux médias? Ils ont leur part de responsabilité, j'imagine. Ils ont un rôle eux-mêmes, a priori, de régulateur. Je crois que le problème a été effectivement soulevé tout à l'heure lors de notre réunion. Ils ont leur part de responsabilité. Mais on ne peut pas non plus compter uniquement sur eux pour réguler les médias. Et donc, il faut qu'on soit bien au clair de ce qui reste dans la main de la puissance publique et de ce qui est d'abord proposé par l'industrie ou par l'industrie des médias. Très bien. Est-ce que vous avez la tendance peut-être de faire le lien parfois avec certains faits divers dramatiques sur l'impact des images violentes On ne peut pas s'empêcher. Vous avez parlé aussi des jeux vidéo. Oui, on a évoqué effectivement les jeux vidéo. Mais là, les jeux vidéo, il y a, je crois que Madame a évoqué évidemment un dispositif qui permet justement de mesurer, selon des critères précis, le degré de dangerosité de ces jeux. Donc pourquoi ne pas utiliser cet outil également, définir bien une signalétique. Vous avez la signalétique qui est notée au bas des écrans en disant voilà, attention, ça doit entraîner, comme vous le disiez fort justement, un dialogue avec les parents pour dire voilà, est-ce que cette certains émission, jeunes peuvent voir justement un appel supplémentaire pour le programme. C'est pas ce que la recherche montre. La recherche montre que ça les aide à dialoguer avec les parents et que quand ils s'en servent pas du tout et qu'ils sont seuls dans leur chambre, il y a un effet inverse et que la puissance des médias et de la violence reprend le dessus. Question du Nouvel Obs aujourd'hui sur cette question de la violence et les images. On va regarder. Les médias audiovisuels sont-ils responsables de la violence dans notre société? Vous répondez oui à hauteur de 76%. Vous voyez donc la sensibilisation en tous les cas est déjà bien là. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce journal. Je vous retrouve à 22h45 pour Preuve par 3, donc avec Marisol Touraine, à 22h Sonia Mabrouk, à suivre sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale. Doc à Doc, bonsoir et à demain. Marisol Touraine est l'invitée de Preuve par 3. La ministre des Affaires sociales et de la Santé répondra aux questions de Michel Grossior.
Preuve par 3, ce soir à 22h45 sur Public Sénat. Il y a le Louvre qui a été restauré tel qu'il était, il y a cette grande bibliothèque, il y a effectivement la galerie. C'est pas grisant, mais... Moi, je serais grisé à votre place. Oui, peut-être, mais moi, je ne suis pas facile à griser, mais je suis très content d'avoir pu le faire. Quelles que soient les époques, la plupart des puissants ont laissé des monuments à leur gloire. Qu'en est-il des chefs d'État français? Visite guidée des grands monuments qui ont marqué l'histoire de la Ve République. Sur l'architecture, je ne sais pas s'il avait une opinion claire, mais le projet lui-même, le contenu de ce projet l'intéressait vraiment. Ma grandeur de la France, samedi à 15h15 sur Public Sénat.